Que feriez-vous si un gamin de 9 ans, avec des bottes rafistolées au ruban adhésif, prétendait pouvoir guérir votre petite fille? Et s'il avait raison? Ce matin-là, à Saint-Martin-sur-Lac, un petit village encaissé entre les montagnes et les forêts du sud, il ne neigeait pas encore, mais l'air avait cette morsure si particulière qui faisait fumer les trottoirs et plisser les épaules. Devant le centre médical pour enfants, les portes automatiques n'arrêtaient pas de s'ouvrir et de se refermer dans un bruit doux et répétitif, au rythme des allées et venues des soignants, des parents fatigués, des enfants silencieux sous leurs bonnets colorés. Juste à côté des bacs à fleurs desséchés par l'hiver, un garçon était assis, seul sur un carton aplati. Les coins enroulés, tachés, laissaient deviner qu'il n'en était pas à sa première nuit dehors. Il ne bougeait pas. Il dessinait dans un vieux cahier sans couverture, les pages maintenues par une spirale tordue, son crayon mâchonné jusqu'à l'extrémité, sans gomme, presque douloureux à tenir. Une main enfoncée dans un gant en laine trouée, l'autre protégée par une moitié de gant de jardinage. Il portait une veste marron trop grande, dont les manches retroussées découvraient des poignets maigres. Une casquette élimée pendait sur ses oreilles. L'un de ses pieds était chaussé d'une botte intacte, l'autre enveloppé dans des couches de ruban adhésif gris. Il s'appelait Yanis, mais rares étaient ceux qui lui demandaient son nom. Les gens passaient, l'ignoraient, murmuraient parfois des jugements silencieux. Certains le pensaient muet, d'autres dangereux. Mais ceux du personnel du matin savaient. Ils avaient vu comment il avait offert une barre de céréales à un frère en pleurs, comment il attendait, immobile, sans rien demander. Le service de sécurité avait tenté de l'éloigner. Une fois, en octobre, un nouveau gardien avait appelé les services sociaux. Yanis avait disparu 3 semaines. 3 longues semaines où même les habitués du quartier, ceux qui ne levaient jamais les yeux de leur sac de course ou de leur portable, avaient remarqué son absence. L'endroit où il dormait, contre le mur tiède de l'aération du parking souterrain, était resté vide, sale, figé dans le temps comme un petit hôtel en hommage à une absence. Puis, un matin pluvieux, Yanis était revenu. Plus maigre, le regard plus creux, la capuche rabattue plus bas sur son front. Il n'avait rien dit. Personne ne lui avait posé de questions. Il n'embêtait personne. Il ne parlait à personne. Alors on avait cessé de l'embêter. Il était devenu une silhouette familière, presque transparente, que l'on croisait sans la voir vraiment. C'était comme s'il avait passé un pacte silencieux avec le bâtiment. Il restait dehors, et on le laissait tranquille. Il ne faisait pas de bruit. Il attendait. On ne savait pas quoi, ni qui. Mais il attendait. Chaque matin, il était là. Chaque soir, il y restait. Même quand le vent gelait l'air au point d'en couper le souffle. Sur l'autre trottoir, une vieille Citroën grise ronronnait doucement, moteur frémissant, essoufflé par le froid mordant de cette matinée de février. Elle avait l'air fatiguée, la voiture, comme si elle aussi portait le poids des années et des souvenirs. À l'intérieur, l'air sentait le plastique chaud, le pain grillé et une légère touche de lavande, celle du sachet suspendu au rétroviseur. La chaleur du chauffage luttait vaillamment contre le givre obstiné sur les vitres. Jeanne, assise au volant, tenait le volant avec des doigts fins, noueux, tremblants d'un mélange de froid et de fatigue. Elle avait 72 ans, et son visage était buriné par le temps, les peines et les jours sans sommeil. Ses cheveux gris étaient tirés en arrière dans un chignon simple. Chaque ride racontait une histoire, chaque silence une absence. Depuis la mort de sa fille, 3 ans plus tôt, Jeanne portait la peine comme on porte un manteau trop lourd, un manteau que l'on ne peut jamais retirer, même en été. Elle ne pleurait plus. Elle avait dépassé ça. Il ne restait que ce poids, silencieux, persistant. Dans le siège arrière, emmitouflée dans un manteau rose bonbon, dormait Léa, 6 ans. Elle était si petite, recroquevillée contre le dossier, les jambes repliées comme si elle cherchait à disparaître dans le tissu du siège. Une licorne décorait ses moufles, légèrement râpées. Une tache de chocolat marquait la manche, peut-être un souvenir d'un goûter trop sucré ou d'une étreinte maladroite. Ses boucles brunes dépassaient d'un bonnet tricoté main, les mèches dansant légèrement à chaque respiration. Sa bouche entr'ouverte laissait échapper un souffle léger, presque imperceptible, qui faisait de petits nuages sur la vitre. Jeanne la regardait à travers le rétroviseur. Toujours.
chaque instant. Depuis l'accident. Depuis cette nuit où les sirènes avaient remplacé les berceuses, où les bras chauds d'une mère avaient été remplacés par les draps froids de l'hôpital. Depuis que le rire avait été remplacé par le silence, le vrai. Léa ne parlait presque plus. Elle ne riait plus. Elle regardait. Elle dormait. Parfois, elle pleurait sans bruit, la nuit, dans son lit. Jeanne l'entendait, mais ne disait rien. Que dire? Elle serrait juste un peu plus fort le coussin. Elle priait un peu plus fort aussi. Ce jour-là devait être important. Très important. Le docteur Marceau, à l'intérieur de l'immeuble, était réputé dans toute la région. Un neurologue pédiatrique au diagnostic incisif et aux espoirs mesurés. Franc, mais doué. On disait qu'il voyait ce que d'autres ne voyaient pas, qu'il osait tenter ce que d'autres refusaient. Jeanne y croyait. Elle n'avait pas le choix. Elle avait emprunté de l'argent un peu partout, à sa voisine, au boulanger, même à l'ancien curé de la paroisse. Elle avait pris un poste de femme de ménage à l'église, malgré son dos douloureux, malgré ses genoux qui grinçaient à chaque marche. Elle ne comptait plus les heures passées à frotter les bancs en bois ou à laver les sols du presbytère. Tout ça pour cette consultation. Pour ce rendez-vous qu'elle avait attendu 7 mois. La sécurité sociale ne couvrait rien d'essentiel. Pas ses examens. Pas ses traitements expérimentaux. Et personne ne rappelait jamais. On disait « on vous contactera ». Et puis, plus rien. Mais cette fois, peut-être aujourd'hui, une porte s'ouvrirait. Jeanne se frottait les mains à travers ses gants tricotés maison, le fil usé par les hivers et les inquiétudes. Elle inspirait lentement, comme pour s'ancrer, chasser les pensées parasites. Pourtant, elle revenait, toujours. Pourquoi avait-elle ce pressentiment? Était-ce simplement la peur du verdict? Cette angoisse sourde, qui serre la poitrine à l'approche d'une vérité que l'on redoute? Ou bien était-ce cette autre voix, plus ancienne, plus lourde, tapie au fond d'elle, qui murmurait « Et si ça ne marchait pas? Et si rien ne changeait jamais ?» Elle connaissait cette voix. Elle l'avait entendue lorsqu'elle avait enterré sa fille. Elle l'avait entendue quand les médecins avaient baissé les yeux en parlant de Léa. Et là, à quelques mètres de la porte, elle revenait, persistante, entêtante. Elle regarda l'entrée du bâtiment, le va-et-vient des patients, le néon défaillant qui clignotait au-dessus de la porte, et le vide. Encore lui. Le même garçon, même blouson trop grand, même capuche relevée, même regard, posé, tranquille. Toujours à la même place, contre le mur de pierre, assis sur le même sac de couchage élimé. Mais aujourd'hui, il ne dessinait pas. Aucun cahier, aucun crayon dans ses mains. Il regardait Léa. Pas avec pitié, pas avec gêne. Juste avec calme. Presque une forme de reconnaissance, comme si quelque chose en elle l'appelait. Léa le remarqua aussi, d'abord du coin de l'œil. Puis elle tourna la tête, lentement, posément. Elle posa une petite main gantée contre la vitre, comme pour le saluer à travers la distance. Et elle sourit. Un sourire timide, mais sincère, comme une petite lumière qui perçait les nuages. « Mamie, dit-elle doucement, presque comme un secret qu'elle aurait trop longtemps gardé. C'est le garçon dont je t'ai parlé, celui qui a dit qu'il pouvait m'aider. » Jeanne se figea. Un instant, le monde sembla suspendre sa course. « Tu lui as parlé ?» demanda-t-elle, les mots plus tranchants qu'elle ne l'aurait voulu. « Quand ?»« La dernière fois qu'on est venu. Tu étais au téléphone. Il m'a demandé ce qui faisait mal. J'ai dit mes jambes. Il a dit qu'il pouvait peut-être les réparer, mais pas encore. » Jeanne le regarda à nouveau, plus intensément cette fois. Les lignes de son front se creusèrent. Elle n'aimait pas les inconnus qui fixaient Léa. Elle en avait trop vu, trop vécu. Elle connaissait les dangers, les faux semblants, les voix douces qui cachaient des intentions sombres. Mais ce garçon, il n'inspirait pas la peur. Il ne souriait pas. Il ne bougeait pas. Il ne cherchait rien. Il était juste là, présent, presque comme une statue. Une présence étrange, mais pas menaçante. Léa l'avait vu. Léa avait parlé avec lui. Et ce n'était pas dans ses habitudes de parler à n'importe qui. Elle ne parlait presque plus, justement. Jeanne regarda une dernière fois le reflet du garçon dans la vitre, inspira profondément, puis sortit de la voiture. Le froid lui mordit les joues, l'air vif s'insinua entre les mailles de son écharpe. Elle contourna la portière, ouvrit celle de Léa, l'enveloppa dans une couverture et la porta doucement. Léa glissa ses bras autour du cou de sa grand-mère. Ensemble, elles avancèrent lentement vers l'entrée du bâtiment. Mais une voix la rattrapa.
Madame, la voix était douce, mais claire. Jeanne s'arrêta net. Elle n'avait ni l'envie ni la force de discuter. Ses bras fatiguaient sous le poids de Léa, son dos protestait et son cœur battait à toute vitesse. Elle tourna la tête, prête à ignorer, à chasser d'un regard. Mais il répéta « Je peux l'aider à marcher ». Cette fois, elle se retourna tout à fait. Le garçon était debout, droit. Mais on aurait dit qu'un souffle de vent pouvait le renverser. Fragile comme un roseau, avec sa silhouette mince, ses habits trop grands, son bonnet délavé enfoncé sur la tête. Ses bottes étaient rafistolées avec du scotch, ses mains rouges et fendillées par le froid. Mais ses yeux, ils ne tremblaient pas. Pas de fuite, pas d'hésitation. « Qu'est-ce que t'as dit ?» demanda Jeanne, la voix plus dure qu'elle ne l'aurait voulu. « Je peux aider votre petite fille à marcher. » Elle le scruta, de la tête aux pieds. Rien dans son apparence n'inspirait la confiance. Et pourtant, quelque chose dans la façon dont il restait là, immobile mais plein de conviction, retenait ses mots de colère. « Tu crois pouvoir réparer ce que les médecins ne peuvent pas ?» lança-t-elle. Il secoua la tête, lentement. « Je répare pas. J'aide. » Ces 4 mots, simples, flottaient dans l'air entre eux, comme suspendus. Elle le fixa longtemps. Longtemps. Le froid s'installait dans ses os. Léa, blottie contre elle, respirait doucement. Jeanne ouvrit la bouche, puis la referma. Elle n'avait pas le temps pour ça, pas l'espace mental, pas l'énergie. Alors elle tourna les talons, sans rien dire. Mais les mots étaient restés, plantés en elle comme des échardes. Pendant toute la consultation, alors que le docteur Marceau déroulait ses explications méthodiques, illustrées de graphiques multicolores, de schémas de moelle épinière, de stimulation nerveuse et de pourcentages incertains, Jeanne n'entendait que des fragments, des mots techniques, des probabilités, des soupirs voilés d'espoir. Mais en elle, la voix du garçon revenait, encore et encore, comme une chanson dont on ignore les paroles, mais qu'on fredonne quand même. Je répare pas, j'aide. Une rengaine sourde, insistante. Quand la consultation prit fin, le docteur sourit poliment, posa une main sur l'épaule de Jeanne. Un sourire de médecin, compatissant, distant. Elle hocha la tête, prit les papiers, remit l'écharpe de Léa en place, puis sortit. Le froid la frappa de plein fouet. Le jour tombait déjà. Et Léa dormait à nouveau contre elle, ses bras autour de son cou, son petit bonnet glissant sur le côté. Et il était encore là, le garçon, sur le même carton, adossé au même mur, le même regard. Jeanne s'approcha, pas vite, pas avec colère. Juste avec cette fatigue immense dans les jambes, ce besoin de comprendre ce qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Il leva les yeux. Il n'avait pas bougé de la journée. C'était presque effrayant, cette constance. « C'est quoi ton nom ?» demanda-t-elle. Il répondit sans hésiter. « Yanis. » Elle hocha lentement la tête. « Pourquoi t'as dit ça ce matin ?» Il mit du temps à répondre. Puis il sortit lentement les mains de ses poches. Elle tremblait légèrement. Mais sa voix était claire. Ma mère était kiné. Elle m'a appris, avant de mourir. Jeanne resta là, surprise. Pas par la réponse, mais par la sincérité. Il n'y avait pas de mise en scène, pas d'émotion surjouée, juste les faits, nus, douloureux. « Tu vis dehors ?» Il hocha la tête, comme si c'était une information sans importance. « Tu veux de l'argent ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête, un sourire triste au coin des lèvres. « Non, madame. Juste 1 heure. Demain. Parc Bellevue. Midi. » Le lendemain, comme promis, au cœur du parc Bellevue, sur une vieille couverture étendue sur l'herbe encore humide, Yanis s'installa avec Léa. Le ciel était couvert, mais il ne pleuvait pas. L'air était vif, les oiseaux timides, comme s'ils observaient eux aussi. Jeanne était là, assise un peu en retrait sur un banc, son regard fixé sur chaque geste. Yanis, les mains ouvertes, parlait doucement. Il ne forçait rien. Il montrait comment respirer lentement, profondément, jusqu'à ce que les épaules se détendent. Comment tendre une jambe, pas entièrement, juste un peu, juste ce que le corps accepte, sans douleur. Il parlait à voix basse, presque comme un confident, et Léa, d'abord hésitante, suivait. Elle pleurait. Pas de douleur, pas de peur. Des larmes anciennes, retenues trop longtemps. Le genre de larmes qui viennent quand on sent, pour la première fois depuis longtemps, que quelque chose est peut-être possible. Yanis ne l'interrompit pas. Il attendit. Patience absolue, silencieuse. Il ne disait rien, mais il restait. Il était là. Puis il murmura, les yeux dans les siens. « Tu sais ce que je fais quand je suis fatigué ? Je me souviens pourquoi j'ai commencé. » Léa renifla. «
hocha la tête et essuya ses larmes du revers de sa manche. Elle ferma les yeux, inspira profondément et tendit la jambe. Et ce jour-là, pour la première fois depuis l'accident, son pied droit bougea, à peine, un frémissement, mais bien réel. Jeanne se leva d'un bond, la main sur la bouche pour étouffer un cri de joie. Son cœur battait à tout rompre. Elle avait vu. Elle n'avait pas rêvé. Son cœur de grand-mère, usé, égratigné, s'ouvrait à nouveau à l'espoir. « Tu as vu ?» demanda Léa, les yeux brillants. « Oui, ma chérie, j'ai tout vu, et tout changea. » Après cela, Jeanne commença à revenir chaque jour, toujours au même endroit, toujours à midi. Elle apportait des sandwichs, emballés soigneusement dans du papier ciré, des fromages, des restes de rôti, même parfois du chocolat. Elle ne disait rien en les déposant près du sac de Yanis. Il ne disait rien non plus, mais il hochait la tête, un hochement précis, un merci silencieux, un respect mutuel, né de la confiance. Jour après jour, Léa progressait, quelques secondes debout, puis 10. Puis elle tenait toute une minute. Les jambes tremblantes, le visage concentré, le souffle court, mais debout. Chaque victoire était minuscule et immense à la fois. Yanis ne s'exclamait pas. Il disait juste « encore ». Et Léa recommençait. Un après-midi, alors que le soleil perçait enfin à travers les nuages, Jeanne regardait Léa, droite comme un piquet, les bras écartés pour l'équilibre, sourire aux lèvres. Le moment était si pur, si plein, que Jeanne s'entendit poser la question avant même d'y penser vraiment. « Tu dors où ?» Yanis haussa les épaules. « Parfois en foyer, parfois nulle part. » Jeanne hocha lentement la tête. Elle réfléchit à peine une seconde. « Tu veux venir chez nous un moment ?» Yanis leva les yeux, figé. Il cligna des paupières, comme s'il doutait de ce qu'il venait d'entendre. « Vous êtes sérieuse ?» Jeanne se pencha légèrement, le regard plein d'une tendresse ferme. « Tu fais déjà partie de la famille. » Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, Yanis dormit au chaud. Pas dans un foyer d'urgence, pas sur un banc, pas avec un sac pour oreiller, dans une vraie chambre, avec un matelas, une couverture épaisse et une fenêtre qui donnait sur le vieux chêne derrière la maison. Léa l'accueillit comme un frère. Elle lui montra les céréales, la télécommande de la télévision, la lampe qui grésille au plafond et la boîte à trésors sous son lit. Elle parlait plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Jeanne, elle, lui tendit une serviette propre, une brosse à dents neuve encore dans son emballage, et désigna la chambre du bout du couloir. « C'est la tienne maintenant. Besoin de quelque chose ? Tu cries. » Yanis hocha la tête. Il voulait répondre, dire merci, dire qu'il n'avait jamais eu ça, qu'il n'était pas sûr de mériter. Mais aucun mot ne sortit. Sa gorge était nouée. Les semaines passèrent comme des flocons fondant sur les trottoirs doucement, sans bruit. Léa se renforça. Ses jambes gagnaient en stabilité, ses gestes en précision. Elle riait à nouveau, surtout quand elle réussissait à tenir debout plus longtemps qu'hier. Elle tombait parfois, oui, mais se relevait. Toujours. Par elle-même. Avec cette petite moue déterminée qui faisait fondre Jeanne à chaque fois. Yanis continua de venir, ponctuel comme un métronome. Couverture, exercice, respiration. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, ses mots comptaient. Pas de promesses, pas de miracles. Juste de la persévérance, une présence constante et un calme qui apaisait tout le monde. Des familles commencèrent à venir au parc. Des passants d'abord, des parents qui regardaient de loin, intrigués par ce garçon qui faisait faire des exercices à des enfants ou des adultes sur une vieille couverture. Puis peu à peu, ils osaient approcher. Certains avec scepticisme, d'autres avec espoir. Une mère, la main crispée sur le bras de son fils en fauteuil. Un homme avec une canne et le regard fuyant. Une adolescente timide qui ne parlait pas, mais venait tous les mercredis. Yanis les accueillait tous avec la même patience, le même ton doux. Toujours ces mots, qui devenaient comme une devise, un mantra. Fatigué, c'est pas la fin, c'est juste une pause. Et pour ceux qui avaient vécu trop de faim, cette phrase avait un poids immense. Un jour, un homme en fauteuil roulant, avec des bras musclés et des tatouages usés par le temps, s'approcha. Il regarda Yanis de haut en bas, dubitatif. Puis il demanda, les sourcils froncés. « T'as une formation, gamin ?» Yanis sourit, modeste. « Pas encore. » L'homme éclata de rire, franc. On croirait pas. Ce genre d'échange se multipliait. Chaque jour, quelqu'un de nouveau. Chaque jour, un petit progrès. Et à chaque progrès, Yanis notait quelque chose dans un vieux carnet, comme s'il traçait une carte invisible vers l'avenir.
À la fin de l'année, Yanis avait une boîte pleine de brochures d'école. Kinésithérapie, ostéopathie, psychomotricité. Il les lisait le soir, à la lueur de sa lampe de chevet, les coins des pages pliés, les passages soulignés. Il rêvait. Pour la première fois depuis longtemps. Léa, elle, avait une nouvelle paire d'attelles colorées, décorées de stickers qu'elle changeait chaque semaine. Des étoiles, des licornes, des fusées. Elle voulait courir un jour. Elle le disait sans trembler. Jeanne, elle, avait retrouvé quelque chose qu'elle croyait perdu depuis longtemps. Pas seulement l'espoir, quelque chose de plus simple, de plus profond, la paix. Une paix discrète, tissée dans les gestes du quotidien. Les rires dans le salon, les chaussures d'enfant dans l'entrée, le bruit d'une fourchette contre une assiette, et le silence confortable d'une maison pleine de vie. Même les jours où ses genoux criaient, où ses mains tremblaient en épluchant les légumes, elle trouvait la force de passer devant la porte entr'ouverte de Yanis. La lampe était toujours allumée. Toujours. Les manuels ouverts, les pages annotées, ses efforts visibles. Elle s'arrêtait, observait, et murmurait, comme une promesse qu'elle ne voulait jamais oublier. « Tu as besoin de quelque chose ? Tu cries. » Elle savait qu'il ne le ferait pas. Parce qu'entre un tapis d'emprunt et un sandwich partagé, entre les silences lourds et les sourires naissants, entre une petite fille qui avait recommencé à marcher et un garçon qui n'avait jamais cessé d'essayer, ils avaient tous appris à marcher ensemble.